cesse de dégraisser au fur et à mesure des années. Il y a une hyperglucagonémie. Les organes cibles deviennent sourds à cette insuline et par conséquent, on n'aura pas une normalisation de la glycémie. Comme vous savez, on ne devient pas diabétique un jeudi soir à 20 h. C'est un processus, certes progressif, mais non linéaire. Donc, comme vous connaissez, il y a donc cette insulinorésistance qui apparaît, qui augmente de manière, je dirais, exponentielle, puis elle se stabilise, on ne sait pas pourquoi. On a aussi cette sécrétion d'insuline en bleu qui passe par une phase d'hyperinsulinisme, puis dégraisse en concomitance avec la fonction cellulaire bêta, on ne sait pas pourquoi. Et on a cette hyperglucagonémie inadaptée au contexte. Eh bien, aujourd'hui, on va voir quelle serait la relation du système nerveux autonome avec ces trois mécanismes physiopathologiques principaux du diabète de type 2. Comme vous savez, en bas de la diapositive, le foie, le tissu adipeux, le muscle, toujours considérés comme les principaux acteurs du diabète, dans le diabète de type 2. Mais maintenant, on commence, bien sûr, le pancréas, c'est la cheville ouvrière, c'est la pièce maîtresse. Maintenant, on commence à parler du rôle du tube digestif après la découverte de l'effet incrétine que vous connaissez. Maintenant, on commence à parler du microbiote, le deuxième cerveau, les connexions microbiote-cerveau, etc. Donc, ça mérite une autre session et un autre topo. Mais là, le rôle du système nerveux dans la genèse du diabète de type 2. En fait, cette relation remonte à très loin, à 1893, quand Claude Bernard, ce qu'il a appelé, lui, le diabète artificiel, après des piqûres réalisées au niveau du plancher du quatrième ventricule, il a trouvé du sucre dans les urines. Et il a conclu que le cerveau intervenait dans l'homéostasie glucidique. Au XXIe siècle, les Américains, les Canadiens, les Anglais et surtout les Japonais, ils ont commencé à faire ce qu'ils ont appelé un rethinking de la physiopathologie du diabète de type 2 et le rôle du système nerveux dans la genèse et le développement du diabète de type 2. Là, j'ouvre une petite parenthèse sur l'exploration du système nerveux autonome qui est réputé difficile. Ce n'est pas vrai, elle est grandement facilitée actuellement. Et maintenant, on incrimine ce système nerveux autonome dans plusieurs pathologies, même dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Actuellement, on incrimine le système nerveux autonome. Donc, on va commencer par la relation entre le système nerveux autonome et le premier facteur physiopathologique qui est l'insulinorésistance. C'est un sujet d'actualité, il a fait couler beaucoup d'encre. Donc, on a fait beaucoup d'études sur des facteurs sur les facteurs évaluant l'activité du système nerveux autonome et la survenue du diabète. Et nous avons constaté que la variabilité du tonus entre le sympathique et le parasympathique, les deux composants du système nerveux autonome, était un facteur déclenchant de l'insulinorésistance, notamment par l'hyperactivité sympathique, qui est le facteur induisant l'insulinorésistance, qui est un facteur indicateur de la future insulinorésistance, observé chez les patients prédisposés génétiquement, et bien sûr même responsable de toutes les composantes du syndrome métabolique, l'obésité, l'HTA et j'en passe. Je partage avec vous 4 études. La première de l'équipe du professeur Valency, qui a trouvé chez les patients déjà en prédiabète une variabilité glycémique dont on parle actuellement beaucoup, responsable de complications, qui est secondaire, comme vous pouvez voir, à l'hyperactivité sympathique. Aussi, la relation entre faire un diabète, développer un diabète de type 2 et les patients qui ont une dysautonomie, notamment évaluée par la fréquence cardiaque au repos, et comme vous pouvez le voir, plus on a une forte variabilité de la fréquence cardiaque qui témoigne de la dysautonomie, on a un risque de développer un diabète de type 2. Ce papier publié dans the American Journal of Medicine, la même chose,
tous les marqueurs de la dysfonction du système nerveux autonome associés à un surrisque de développer le diabète de type 2, notamment la variabilité de la fréquence cardiaque au repos, à l'exercice et de récupération. Un paramètre dont nous travaillons, nous, en matière d'évaluation du système nerveux autonome, qui est l'espace RR sur l'ECG. Plus le patient a un espace RR réduit, petit, plus il va faire un diabète dans le futur. Je vous ai résumé tout ça par cette diapo. Comme vous pouvez voir, la dominance du sympathique, la dominance du système excitateur sur le système parasympathique freinateur, responsable de plusieurs conséquences dans l'insulinorésistance. Comment ça se passe? Tout simplement, indépendamment des facteurs déclenchant l'hyperactivité sympathique, nous avons un taux circulant de catécholamine légèrement élevé, une activation des récepteurs bêta-adrénergiques au niveau musculaire et une raréfaction des capillaires, ce qui est responsable de la réduction de la capture du glucose par le muscle, de la baisse des apports en nutriments muscles et bien sûr la transformation des cellules qui étaient insulinosensibles en insulinorésistance et donc l'apparition de l'insulinorésistance. Je partage avec vous cet exemple de l'électrostimulation musculaire, technique très utilisée par nos confrères rééducateurs fonctionnels et kinésithérapeutes. On a constaté que chez les patients qui bénéficient de cette électrostimulation musculaire pour un problème X, ils commencent à faire des hypoglycémies, les diabétiques. Et on n'a pas compris pourquoi. Les patients, ils ont un problème, ils sont chez le kiné, ils commencent à faire de la stimulation musculaire, ils commencent à faire des hypoglycémies. Eh bien, ils ont ce qui a motivé une étude, et nous avons constaté que chez les patients normosensibles à l'insuline, insulinosensibles à l'insuline, il n'y a aucun changement, tandis que chez les patients préalablement résistants à l'insuline, diabétiques de type 2 en l'occurrence, on a une augmentation de la sensibilité à l'insuline. C'est comme si on leur donne 3 fois la dose de la metformine habituelle. Et donc, ils commencent à faire des hypoglycémies. Et on commence à se demander pourquoi ces patients diabétiques, insulinorésistants, améliorent leur insulinosensibilité. Et donc, ceci est dû à l'action de cette technique sur le tonus sympathique. Ça, c'est une preuve du rôle du tonus du système nerveux sympathique dans la genèse de l'insulinorésistance. Et bien sûr, il y a une étude, malheureusement, elle a été arrêtée par la pandémie Covid, mais elle va encore redémarrer, sur l'impact de cette technique en matière de prise en charge du diabétique de type 2. On arrive à l'épilogue de la présentation, qui est la relation entre le système nerveux autonome et l'insulinosécrétion. Pourquoi le diabétique de type 2 devient insulinonécessitant? C'est une grande question. Parmi les facteurs, comme vous savez, il y a des hormones qui font partie de la tendance sympathique, d'autres qui font partie de la tendance parasympathique. On ne demande pas à notre pancréas, sécrète l'insuline. C'est le système nerveux végétatif autonome. Et donc l'insuline s'inscrit dans la tendance vagale, parasympathico-vagale. Comme vous pouvez le constater, la cellule bêta, elle est stimulée par le GLP-1, elle est stimulée par le glucose, et j'en passe, mais aussi stimulée par le système parasympathique en vert et inhibée par le système sympathique en rouge. Et pour prouver ça, si on donne des neurotransmetteurs parasympathiques, on provoque une sécrétion d'insuline, tandis que si on donne des neurotransmetteurs sympathiques, on freine cette sécrétion. Donc, comme je vous ai dit, l'insulinorésistance, elle est due à une hyperactivité sympathique chez le patient diabétique. Donc, on comprend le freinage de la sécrétion d'insuline. Et on sait tous, dans le cadre de la neuropathie végétative du diabétique, la déficience vagale qui s'installe au fil des années, qui est responsable d'une dénervation de la cellule bêta. Mais cette cellule bêta, en 2022, on peut la considérer comme une cellule nerveuse. Pourquoi? Tout d'abord, regardez les neurotransmetteurs présents au niveau de la cellule bêta. C'est des neuropeptides et des neurotransmetteurs qu'on trouve au niveau des neurones. Et ces neurotransmetteurs responsables de la principale fonction de la cellule bêta, qui est la sécrétion de l'insuline. La cellule bêta n'est pas un sac à l'insuline.
La cellule bêta, elle a des senseurs, elle réagit à la glycémie, elle travaille en collaboration avec les cellules de côté, etc. Et donc, c'est une cellule qui contient des neurotransmetteurs identiques aux neurones. Et le principal gène qui nous permet de différencier une cellule souche à une cellule bêta, c'est le même qui permet la différenciation des neurones, c'est le gène REST. Si on a un gène REST, on aura une cellule bêta avec les canaux potassiques, avec les canaux calciques, avec les vésicules d'insuline. Si on n'a pas ce gène activé qui est spécifique des cellules nerveuses, on n'aura pas une cellule bêta. Et si vous voyez ce gène REST est responsable de quel devenir, quel destin de la cellule bêta, regardez, il est responsable des principaux gènes, notamment le PAX4, qui est responsable de la différenciation, on va le voir par la suite, de la différenciation, de la prolifération de la cellule bêta, de la fonction de la cellule bêta, de la sécrétion d'insuline. Comme vous avez vu, c'est lui le responsable du développement des canaux potassiques, des canaux calciques, des vésicules insuline, mais aussi, regardez, la survie et la mort de la cellule bêta est sous la tutelle de ce gène. Et donc, ces traits neuronaux de la cellule bêta, responsables du développement, de la différenciation, de la survie, de l'apoptose, de la sécrétion d'insuline, ont-ils un rôle dans la physiopathologie du diabète? Tout d'abord, on a les mêmes dépôts amyloïdes qu'on constate dans les maladies neurodégénératives, Alzheimer et compagnie, au niveau du pancréas. Et ces dépôts amyloïdes, ils sont toxiques pour la cellule bêta. Ils la détruisent de manière très simple. Deuxièmement, on vous a toujours dit anti-GAD diabétique type 1, insuline à vie, n'est-ce pas? Mais regardez le GAD, il n'a rien à voir avec l'insuline. Le GAD, la glutamique acide décarboxylase, est une enzyme de la synthèse du GABA. Et le GABA est un neurotransmetteur. D'accord avec moi? On vous a toujours... Diabétique type 1, il a le GAD positif. Diabétique type 1, insuline à vie. Mais quel est le rôle du GAD? Pourquoi cet anticorps qui détruit cette enzyme est responsable à la condamnation d'un patient à l'insuline à vie? De le classer comme type 1 et de le condamner à vie à l'insuline. Quand on voit le rôle du GAD, on ne s'est jamais posé la question, mais quel est le rôle du GAD dans la cellule? Il n'a rien à voir avec la sécrétion d'insuline. Il joue un rôle dans la synthèse du GABA. Et qu'est-ce qui fait GABA neurotransmetteur dans la cellule bêta? Et on va voir. Si on prend un îlot humain, ce que vous voyez en rouge, c'est les cellules bêta. Ce que vous voyez en vert, c'est les cellules alpha. On le traite par GABA pendant 2 mois. Regardez la taille de l'îlot. On a quintuplé la taille de l'îlot. Et si on prend un îlot, un pancréas humain, et on le traite par streptozotocine, qui est une substance très toxique pour la cellule bêta. Elle détruit les cellules bêta. Regardez la glycémie, elle augmente dans les 2 bras. Un bras, on va le traiter que par l'eau salée, et un bras, on va le traiter par le GABA. Et regardez, après 3 mois du traitement, normalisation de glycémie dans le bras traité par le GABA. Et voilà, preuve à l'appui. Après 5 jours de la streptozotocine, aucune cellule rouge, aucune cellule bêta, que les cellules alpha. Après 10 jours, beaucoup de cellules vertes, le Raja, peu de cellules rouges, le WIDED. Puis après 25 jours, le WIDED commence à progresser. Et après 3 mois, regardez, l'îlot redevient normal avec une taille plus supérieure à la taille initiale. That's champion, voilà. Malgré que je suis Rajaoui, mais bon. Et donc, regardez l'évolution des cellules alpha, moins 74% entre T0 et fin de l'étude. Et la cellule bêta, regardez, plus 38% dans le bras traité par GABA. Donc, d'où viennent ces cellules bêta? Eh bien,
la cellule alpha, c'est le réservoir de la cellule bêta. Et on va voir ça schématiquement. Vous avez des cellules souches. Pardon, je pense que... Pardon. فيهم الحال الرجويين خسرت. Non, non, voilà, c'est bon. شي واحد ضربنا بالعين وحده بجوج. هذا وين باسكو هذا تيزلق هذا بعد جي كومبري باسكو هذا تيزلق. Je pense que ça va marcher. Je vais faire comme ça. Je dois baisser parce que voilà, il y a un problème. Attends, ça fait il ne va pas lui bouger. Je pense que ça va marcher. C'est bon, c'est bon. Donc, comme je vous ai dit, nous avons une cellule souche. Voilà, c'est bon. Nous avons une cellule souche. Donc, cette cellule souche peut devenir cellule hépatique, pancréatique, osseuse, peu importe. L'essentiel, si elle exprime le gène PDX1, elle sera pancréatique. Si elle exprime le gène NG3, elle sera endocrine et non pas exocrine. Là, il y a deux gènes principaux, le ARX et le PAX4, tous les deux sous la tutelle du reste de la cellule nerveuse. Si on a le ARX qui est activé, ça sera une cellule alpha. Le cas contraire, c'est le PAX qui est activé, il va inhiber le ARX et ça sera une cellule bêta. Et le GABA, il stimule la conversion de la cellule alpha en cellule bêta en permanence, physiologiquement, subhan al-khaliq, et par blocage de l'ARX. Je vais vous montrer une vidéo qui va être... Voilà, nous sommes dans un pancréas, c'est un îlot de Langérance, il y a un épuisement de capital cellulaire bêta, le GABA intervient, il convertit les cellules alpha en cellules bêta, on maintient le capital bêta, le corps sent qu'il y a une sous-population, une consommation des cellules alpha, il rappelle les cellules souches qui vont exprimer le NGN3, qui vont être des cellules endocrines, qui vont devenir des cellules alpha. Le GABA intervient encore une fois et donne des cellules bêta. C'est pour cela que si j'ai les anti-GAD, il sera insulino-nécessitant à vie. Parce que l'autorenouvellement des cellules bêta ne serait plus. Et donc, mon patient serait candidat à l'insuline. C'est pour cela que les anti-GAD sont très importants en matière du mécanisme physiopathologique du diabète de type 2. Mais chez le diabétique de type 1, pardon, mais chez le diabétique de type 2, c'est la dysautonomie, c'est la déficience vagale qui sécrète plus le GABA. On n'a pas les anti-GAD, mais on n'a plus le GABA. Et donc, l'hyperinsulinisme, la mort cellulaire, les dépôts amyloïdes, etc., tous les facteurs qu'on vient de voir, il n'y a plus de cellules bêta.
l'autorenouvellement pneu de secours, ما كاينش. Et donc, le patient devient insulino-nécessitant. Mais il y a des patients qui restent 20 ans sous metformine, 30 ans sous ADO, ils ne sont pas insulino-nécessitants. Et il y en a d'autres qui passent 5 ans, 6 ans, ils sont insulino-nécessitants. Ah, c'est des patients qui ont une dysautonomie, d'autres qui n'ont pas. Et donc, la dérégulation de l'expression des traits neuronaux, que ce soit par les dépôts amyloïdes qui détruisent la cellule bêta, par le gène REST qui subit des mutations, par la déficience vagale qui ne donne pas le GABA, maintenant on peut dire que non seulement l'insuline s'inscrit dans la tendance vagale, mais regardez sur la diapo, la masse cellulaire bêta. Le parasympathique assure la conservation du capital bêta. C'est pour cela que sur la diapo initiale, la courbe en rouge, la fonction cellulaire bêta qui ne cessait de dégraisser, c'est à cause de ça. Et donc, si on a un patient dysautonomique, il va être insulino-nécessitant. S'il n'est pas dysautonomique, il ne sera pas insulino-nécessitant. L'actualité aussi en 2022, la pandémie Covid. Qu'est-ce qu'on a constaté? Bien sûr, les diabétiques font, dans la majorité des cas, le Covid sévère, d'accord? Il y a des patients qui ont déclaré le diabète en per-Covid, c'est logique. Une carie dentaire peut déséquilibrer un diabète. Mais il y a une population qui, en per-Covid, ont fait une hyperglycémie, 4-5 grammes. Et quand ils sont déclarés guéris, ils sont plus diabétiques, ils sont plus souffrants de cette hyperglycémie. Et on ne sait pas pourquoi. Eh bien, regardez la date 2022, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la dysfonction cellulaire bêta. La cellule bêta a des récepteurs. C'est comme pour l'anosmie, c'est comme pour la perte du goût. A des récepteurs de l'angiotensinogène type 2 du Covid et elle est agressée par le Covid. Et regardez le Covid, qu'est-ce qu'il fait? Il agit sur la transdifférenciation de la cellule bêta, sur la dégranulation de la cellule bêta. Mais si le patient a un système de renouvellement intact, indemne, il va récupérer son capital. Sinon, regardez le GABA, l'ADA, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a un tropisme, il fait détruire la cellule bêta, il déclare le diabète, mais s'il a un système de renouvellement intact, il va récupérer son capital, il ne va plus être diabétique. Mais s'il n'a pas ce mécanisme compensateur, il sera diabétique. Le glucagon, on a parlé de l'hyperglucagonémie inadaptée, il n'y a pas de freinage de la sécrétion du glucagon. Pourquoi? Premièrement, la cellule alpha ne répond pas à la circulation, il n'a pas de contact avec la circulation. C'est la cellule bêta qui est en contact avec la circulation et c'est elle qui commande la cellule alpha. Donc la cellule alpha ne répond pas à l'hyperglycémie. Et comme la cellule bêta, comme on a vu, elle aussi, la cellule alpha, est sous la tutelle du système nerveux végétatif. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, nous avons les terminaisons sympathiques, excitatrices envers de la cellule alpha et les terminaisons inhibitrices en rouge du parasympathique. L'inverse de la cellule bêta. Et donc, la cellule alpha est sous la tutelle de l'insuline, du zinc, du GABA, qui provoque une inhibition de cette cellule. C'est pour cela que d'habitude, on doit avoir, si l'insuline est sécrétée, on freine la cellule alpha, on freine le glucagon. C'est comme ça. Et si on n'a plus d'insuline, et si on a une hyperactivité sympathique stimulatrice de la cellule alpha, et si on a une baisse de l'activité vagale qui est freinatrice de la cellule alpha, on n'aura plus de cellules et on aura une hyperglucagonémie déchaînée. Est-ce que c'est tout? Eh bien non. En 2022, il y a des patients qui font des complications, il y a des patients diabétiques qui ne font pas de complications. Eh bien, les patients qui ont une dysautonomie, un dysfonctionnement du système nerveux autonome, feront les complications cardiaques, feront les complications rénales. Maintenant, c'est prouvé, la dysautonomie, l'hyperactivité sympathique est responsable du développement et de la progression des complications rénales et cardiovasculaires. Les traitements, on dit qu'il y a des mauvais répondeurs aux inhibiteurs des PP4. On dit qu'il y a des mauvais répondeurs aux analogues du GLP1. Quand même,
un traitement efficace. Il y a des mauvais répondeurs. Et bien pourquoi? Parce que l'effet des inhibiteurs DPP4 ou du GLP1, c'est quoi? C'est de sécréter l'insuline par la stimulation de la cellule bêta et inhiber, freiner la cellule alpha pour freiner le glucagon. Et si on prend deux groupes, en bleu, des gens qui n'ont pas de dysautonomie, de dysfonctionnement du système végétatif, et d'autres qui ont en noir. Et on donne un inhibiteur DPP4. Comme vous pouvez le voir en bleu, on freine le glucagon avec les carrés pleins qui sont indemnes avec DPP4, on freine le glucagon au maximum. Mais dans les bras noirs, avec un système nerveux végétatif autonome atteint, dysfonction du système nerveux végétatif, vous donnez de DPP4, vous ne donnez pas de DPP4, le glucagon serait toujours au plafond. Et donc, cette substance, ce principe actif sera amputé de 50% de son efficacité. Et le patient, vous allez lui prescrire une gliptine, il va revenir dans 3 mois, il baisse de 0,2% de l'hémoglobine glyquée alors qu'il est discipliné, alors qu'il est bien suivi depuis toujours, il avait toujours des hémoglobines glyquées aux objectifs, mais parce qu'il a un système nerveux végétatif atteint. Le futur de la diabétologie, comme vous pouvez voir, les traitements futurs, c'est des traitements qui agissent sur le système nerveux végétatif. C'est des traitements qui permettent la continuité de l'existence du GABA. C'est la continuité de tout ce qui est, je dirais, mode de conservation du capital sécrétoire. Le phénomène de Loeb. Vous avez des patients diabétiques qui ont un phénomène de Loeb et des patients qui ont un phénomène de Loeb prolongé. 2 grammes 50, il n'a rien mangé. Vous ne comprenez pas. Eh bien, parce que ce patient, il a une dysautonomie. Et l'hépatocyte, et on a dit que le patient, il a une hyperactivité. Le système excitateur est très actif. Et donc, on aura un phénomène de Loeb. Tandis que d'autres diabétiques, en l'occurrence qui n'ont pas la dysautonomie, n'ont pas le phénomène de Loeb. Un autre point, l'hypoglycémie. On dit que l'hypoglycémie est une complication aiguë, pouvant engager même des fois le pronostic vital du patient. Mais si vous pouvez voir, pendant la journée, la config du système nerveux autonome est différente de la config pendant la nuit. Et cette config, si vous pouvez voir le rectangle rouge en bas, elle est responsable de l'arrêt cardiaque. C'est pour cela que les hypoglycémies nocturnes sont plus dangereuses. Parce que la configuration qui règne pendant la nuit chez le diabétique, c'est elle qui fait courir ce risque de décès au diabétique. Est-ce que c'est clair? C'est un point très important. Si le diabétique fait une hypoglycémie pendant la journée, il y a moins de risques par rapport à s'il fait une hypoglycémie pendant la nuit, vu la configuration du système nerveux autonome. Notre expérience. Je vais partager avec vous, pour ne pas être long, deux de mes travaux. Donc, la première, Diabetes Type 2 and Dysautonomies Prospective Study about 300 patients. C'était une étude prospective, c'est des diabétiques marocains que je suis toujours. D'ailleurs, on a perdu une vingtaine lors du Covid. On a trouvé l'association entre l'hyperactivité sympathique et l'insulinorésistance chez ces patients-là. On a trouvé la déficience vagale qui les condamne au futur d'être insulinisés. Et regardez les résultats. Au Maroc, la première courbe là, donc 53%, ils ont une déficience vagale. Ils seront insulinisés un jour ou un autre. Et regardez les courbes, les 3 courbes suivantes en rouge, on a entre 58 et 59% de patients qui ont une hyperactivité sympathique et qui ont développé leur diabète suite à cette insulinorésistance. Cette publication, j'ai voulu la partager avec vous. Pas mal de patients prennent 80 unités de basal, 60 unités de basal, 120 unités de rapide. On n'arrive pas à les équilibrer. Mais en agissant sur la dysautonomie, j'ai des patients qui étaient sous 60, 70 unités de basal, maintenant ils sont sur 14, 18, 20 unités de basal, ils sont équilibrés. Pire,
Ils perdent du poids. On agit même sur le syndrome métabolique. Ils perdent du poids, alors qu'ils ont fait tous les régimes du monde. Ils n'ont jamais perdu du poids. Et on améliore aussi les chiffres tensionnels. En conclusion, le système nerveux autonome, c'est une pierre angulaire du futur de la diabétologie. Il a un rôle non seulement dans la genèse du diabète de type 2, mais aussi dans le développement des complications et la prise en charge. Maintenant, on est en train d'étudier les inhibiteurs SGLT2 et la dysautonomie. Et je vous promets, un jour, on va partager avec vous les résultats. La prédominance du sympathique excitateur sur le parasympathique freinateur est responsable de l'insulinorésistance, est responsable de la baisse d'insulinosécrétion. Nous avons vu la vidéo. Et responsable aussi de l'hyperglucagonémie inadaptée au contexte. Les trois mécanismes que nous avons vus au début du diabète de type 2. D'où l'importance de l'exploration du système nerveux autonome dans le cadre du dépistage et même des prises en charge des patients diabétiques qui posent problème. Et je vous remercie. On vous remercie, professeur, de cette brillante exposé et que nous a lancé. Mais, ouais, alhamdoulilah, vous avez bien répondu à notre invitation et à notre question. Tout est nouveau et on espère travailler et donner des résultats justement dans ce sens, puisque vous vous intéressez à ce problème de dysautonomie. Mais je commence par une petite question. Est-ce qu'il ne faut pas dépister cette justement parasympathie dès le jeune âge, à titre préventif justement, avant d'arriver au stade de... Donc, les Japonais, ils ont fait ça. Donc, l'étude dont je vous ai partagé le résultat au début, c'était à partir de l'âge de 18 ans, les gens qui ont une forte hérédité diabétique, il y avait beaucoup de critères d'inclusion, ils ont dépisté l'hyperactivité sympathique. Ils ont trouvé l'hyperactivité. Ils ont suivi ces patients et les gens qui ont cette dysautonomie ils ont fait le diabète de type 2. Donc, et les femmes, ils ont fait le diabète gestationnel avant d'arriver à l'âge de 35 ans, de 40 ans, où il y a la composante génétique. Là, on ne sait pas encore le déclic du gène reste, des gènes. Ça, c'est les études. Il y a beaucoup de centres, il y a à Harvard, il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de centres qui travaillent sur ça. C'est quoi? C'est le moment où il y aura le déclic, surtout génétique, qui fait basculer le patient. Mais le fait d'explorer, nous avons la première unité qui était avec Oussada Halima Ben Jidloun à l'hôpital Avicenne, donc on convergeait vers elle depuis des années. Maintenant, nous avons notre unité à l'hôpital militaire de Rabat. Il y a des centres qui font ça en privé. On peut dépister, mais quel patient? Le patient qui pose problème, le patient où on a une forte suspicion. D'ailleurs, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un patient diabétique. Il rentre chez vous avec un ECG. Fait, par exemple, dans votre cabinet, après 30 minutes de repos, allongé et tout. Et vous avez une fréquence cardiaque à 90 battements par minute. Patient de 42 ans, 45 ans. C'est une hyperactivité sympathique manifeste. S'il est au repos à 88-90 battements par minute, à l'effort, il sera à combien? Donc, c'est ça l'intérêt du dépistage. Si on a un patient qui pose problème, qu'on n'arrive pas à équilibrer, qui passe rapidement à l'insuline, qui est insulinosistant, etc., ça, c'est un patient qui nécessite le dépistage, qui nécessite d'être référé au centre. Il y a le CHU Ibn Sina, il y a l'hôpital militaire de Rabat, qui prennent en charge ces patients-là. Voilà. Merci, professeur. Une seule question, s'il vous plaît. C'est terminé.